bon matin tout le monde. J'aimerais d'abord commencer par remercier PECB de nous avoir donné l'occasion de vous présenter qui nous sommes et notre vision de la norme ISO 37001 et aussi de l'éthique. Donc, on remercie M. Éric Lachapelle, PDG de PECB, et aussi Mme Zeki Véliu, directrice commerciale, pour l'aide qu'elle nous a apportée au cours de la préparation de la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais nous présenter. Donc, nous sommes Filia, un service conseil qui promouvoit l'intégrité par le soutien à l'implantation de la norme ISO 37001 et le développement des réflexes éthiques. Donc, Carole Chauvin, mon associée, qui a un bac en relations industrielles, qui a travaillé comme courtier en assurance de dommages pendant plusieurs années. Elle est certifiée National Investigator par le Council of Licensure Enforcement and Regulation. C'est pour ça que c'est en français, que ce n'est pas en anglais ce matin. Elle a été responsable de l'inspection professionnelle pendant 3 ans. Elle a été nommée syndic en chef par la ministre des Finances en 1999, poste qu'elle a occupé pendant 15 ans. Elle est membre de l'Ordre des administrateurs agréés, consultante en conformité depuis 2014, présidente du comité d'éthique et de déontologie du régime de retraite de l'Université du Québec, et elle est actuellement en maîtrise en éthique appliquée. Bien, merci, Sophie. Alors, permettez-moi de vous présenter mon associée, Sophie Gagnon. Sophie, elle est bachelière et ingénieure industrielle. Elle a œuvré comme directrice de la qualité chez Wilco. Et elle a, à ce sens-là, à ce moment-là, implanté la norme ISO qualité 9001. Elle a été première directrice fiscalité chez PwC. Par la suite, elle a occupé les fonctions de syndic adjointe et de directrice adjointe du bureau du syndic de l'Ordre des ingénieurs du Québec, avant qu'on fusionne ensemble et qu'on crée Filia. Elle est aussi membre du comité parallèle canadien qui porte le numéro 309 pour la gouvernance des entreprises, qui relève la commission, pas de la commission, du Conseil canadien des normes, où elle s'intéresse à s'assurer qu'on applique la norme 37001 de façon cohérente dans l'industrie. Alors, sans plus tarder, je vais me permettre, en introduction pour cette formation du matin, qui en est une qui lance l'atelier ou enfin la pièce ici qui est dédiée à la prévention, je vais me permettre de vous faire en rafale un survol un peu éclectique d'activités ou d'événements de corruption, certains que vous avez déjà entendu parler, puis d'autres juste pour nous remettre un peu à niveau où nous en sommes rendus aujourd'hui, avant de vous poser notre première question. Donc, tout récemment, puis encore, on a des exemples toujours très, très actuels au Québec, comme partout sur la planète. On a monsieur ici, pour ceux de Montréal, vous allez reconnaître monsieur Frank Zampino. Monsieur Zampino, dans son témoignage en cours cet automne, en septembre, comme ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, a justifié le fait qu'il recevait des pots de vin, notamment en disant « c'est parce qu'il n'y avait pas de code d'éthique à ce moment-là à la Ville de Montréal ». Alors, qu'est-ce qu'on a là comme réaction? Comme réaction, ce qu'on a, c'est qu'on se fait dire « ben écoutez, c'est pas écrit, il n'y a pas de code. Fait que s'il n'y a pas de code, ben il n'y a pas de norme. S'il n'y a pas de norme, ben c'est parce que c'est pas interdit. Si c'est pas interdit, ben c'est parce que c'est permis. » Enfin, c'est peut-être ce qu'on peut comprendre d'une défense semblable, qui n'est pas rien. À l'effet, ben, c'est pas écrit, donc c'est pas interdit. C'est peut-être pas la première fois que vous entendez cette défense-là, mais quand même, elle vient d'être citée ici à Montréal il n'y a pas plus tard que quelques semaines. Un autre événement, ce coup-ci de niveau plus international, qui concerne Airbus. Visé par des... Et ça a apparu je crois, dans le journal Les Affaires ou dans la presse. Les Affaires, hein, le 31 octobre dernier. Pas quand même longtemps, le 31 octobre. Alors, visé par des enquêtes dans des affaires de corruption, Airbus redoute l'impact substantiel que pourrait avoir sur elle les résultats d'une condamnation à payer plusieurs amendes. Effectivement, le constructeur européen est sous le coup de plusieurs investigations, je traduis ce qui est écrit, sous le coup de plusieurs enquêtes,
pour irrégularité comptable dans des transactions, alors que ce sont des faits qu'ils ont dénoncés eux-mêmes aux autorités judiciaires britanniques et françaises. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un monde régulé. On a des activités d'affaires très normées. Un processus d'affaires très encadré, le milieu. Même s'il y a eu certains décloisonnements, c'est quand même très, très régulé, le monde de l'aviation, de l'aéronautique. Et malgré ça, on a un joueur qui, potentiellement, aurait, puis ce ne sera pas le premier, puis on ne veut pas en faire des têtes de turc, là, mais qui aurait potentiellement trouvé une façon de jouer avec les normes pour rendre ça à son avantage, ou de contourner les normes pour mettre ça à son avantage. Une autre situation, relativement surprenante, dans un tout autre domaine, des scientifiques des universités canadiennes, qui devraient être des exemples de rigueur, qui ont plutôt truqué des résultats de leurs enquêtes, ou auraient détourné des fonds de recherche, auraient menti, voire volé des écrits à d'autres collègues. Il semble, selon une enquête menée par la presse et qui a été publiée encore là il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait 5 ans maintenant qu'il y a une centaine de scientifiques canadiens qui ont été punis pour malhonnêteté. Bon, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Sans vouloir en faire une étude organisationnelle, ni du milieu de la recherche, ni définitivement pas psychologique, on peut prendre pour acquis que ces professionnels-là, ces scientifiques-là, n'ont pas été formés, n'ont pas une intention, dès qu'ils débutent à faire de la science, d'être malhonnêtes. Enfin, je pense que c'est sain de croire qu'ils n'ont pas voulu être malhonnêtes et qu'ils le sont peut-être devenus. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec la structure organisationnelle qui peut permettre ça, ou la structure de travail? Alors, je pense qu'il faut réaliser, et ce n'est pas une excuse, j'essaie de trouver des constats pour nous guider dans notre compréhension d'où il faut aller en prévention. Le milieu dans lequel ils baignent, c'est un milieu, comme bien d'autres, mais c'est un milieu particulier où ils ont beaucoup de pression. Ils ont de la pression pour livrer, ils ont de la pression pour faire des recherches, ils ont de la pression pour s'assurer que ces recherches-là, non seulement sont publiées, mais elles publient des résultats probants positifs. Ils ont de la pression et ce faisant, ils ne contrôlent pas tout le temps que ça va leur prendre, mener leur recherche scientifique, faire leurs expériences, bâtir leur expertise. Voilà. Donc, on se ramasse dans une situation qui est vraiment, enfin, j'ai été sous le choc de constater une telle situation quand ça a passé dans les journaux. Peut-être parce que je suis un peu naïve, mais enfin. Voilà. Aussi, ce qui, moi, me confirme que la corruption n'est pas un petit fléau, quand on est rendu depuis 2013 avec une journée internationale de la lutte à la corruption. Ça a été décidé par l'Assemblée générale de l'ONU en 2003. Donc, ça fait déjà 14 ans. Est-ce que vous connaissez la date de la Journée internationale de la corruption? 9 décembre, qui dit mieux? Non? Eh bien, nous, ici, on l'oublie parce que c'est le 31 octobre. Ça va peut-être avec l'Halloween, là, je ne sais pas. Mais... Chercher les sorcières. Chercher le lien, mais enfin. Donc, le 31 octobre, depuis 2003, c'est la Journée internationale de la lutte à la corruption. Bon, on est rendu là. On n'a pas des journées internationales pour la lutte à la pauvreté. On a des luttes contre la corruption. C'est pas rien, là, quand l'ONU prend cette position, il me semble. Un petit peu avant ça, l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, vers le milieu des années 90, a demandé aux États membres de mettre en place des moyens pour moderniser leur administration publique. Déjà, en 1900, dans les milieux des années 90, il y avait des indicateurs inquiétants et l'OCDE demande à ses membres, pouvons-nous donner un peu l'image? Pouvons-nous améliorer notre image et donner
un souffle plus frais à notre administration publique. Et sans vouloir faire un pont trop rapide, là, mais je veux vous présenter quelques nouvelles normes, ou quelques, c'est le terme générique que nous utilisons, loi, règlement, normes, quelques nouvelles normes avec lesquelles, ou quelques nouveaux environnements normés avec lesquels on vit au Québec depuis quand même quelques temps, mais qui n'étaient pas là il n'y a pas si longtemps que ça. Commissaire au lobbyisme. On voit ça de plus en plus un peu partout dans les administrations publiques. Il y a une loi ici pour le lobbyisme au Québec. Commissaire à l'éthique et la déontologie. Il y en a dans de plus en plus d'organismes. L'Autorité des marchés financiers qui est arrivée en 2004 avec tous ses pouvoirs. C'était pas là avant. La création de l'unité permanente anticorruption arrive en 2011, puis on sait dans quel courant ça faisait suite, mais quand même, on a cette réalité devant nous maintenant. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Elle existe depuis quelques années, mais elle vient d'être révisée quelque peu avec la nouvelle loi sur les cités et villes. Le programme de remboursement volontaire, certains n'avaient peut-être entendu parler, entre 2015 et 2017, semble-t-il qu'il vient de se conclure, où les entreprises pouvaient volontairement se présenter et prendre entente pour remettre un peu les sommes dont ils avaient pu bénéficier dans le cadre d'activités de collusion et de corruption. C'est quand même juste un petit matin, un petit lundi pour se remettre tranquillement dans... Écoutez, on aurait pu en choisir d'autres. C'est vraiment une mouvance pour voir dans quel monde on est. Donc, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment prévenir la corruption? On met en place des normes, des procédures, on en parle. Les gens les plus haut placés au niveau planétaire y pensent, essaient de donner des outils. Puis on voit encore des actes de corruption. Non seulement les environnements se complexifient, bien sûr, la technologie est en développement continu. La technologie fait que nous devons tous nous tenir à jour, maintenir notre niveau de connaissance et de compétence pour ne pas être en arrière de la marche, mais en avant de la marche, c'est bien certain. Il faut être agile, il faut être intéressé à apprendre tout ça. Les attentes de la population. Les attentes de la population à l'endroit de tous les joueurs sont de plus en plus claires, là. Sont de plus en plus élevées quant à la lutte à la corruption. Donc, il commence à y avoir un peu de pression qui vient de la sphère publique, là. Pour nous, et probablement pour vous, j'espère, la norme ISO 37001 est une norme qui offre un avenue plus qu'intéressante. On pense pourtant, et c'est le titre de notre présentation, on pense pourtant qu'il faut toujours considérer aller au-delà des normes. Sans vouloir revenir sur ce qu'on vient de voir, mais on a quand même des exemples où il y a des normes et elles ne sont pas bien appliquées, bien comprises, complètement contournées. Alors, quels sont les avantages pour que les entreprises trouvent des moyens pour aller au-delà des normes? C'est la grande question qu'on s'est posée avant de bâtir cette conférence. Je vais passer la parole pour la suite à Sophie. Donc, le but de notre présentation de ce matin, on va vous présenter en 3 points pourquoi il faut aller au-delà des normes, où est-ce qu'on voit les limites. On ne dit pas que les normes ne sont pas nécessaires, au contraire, on trouve que la norme ISO 37001 fait vraiment place à l'éthique, qui est la manière qu'on pense, qui peut aider à aller plus loin de ce que les normes nous demandent. Et pour faire place à l'éthique, ça implique le développement des compétences éthiques, puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'on comprend au niveau des compétences éthiques. Donc, pourquoi aller au-delà des normes? Comme je disais tout à l'heure, les normes sont nécessaires. Elles nous permettent d'être plus efficaces, d'être plus cohérents, d'être plus consistants. Donc, si on suit une norme, c'est simple. On ne se pose pas de questions, on suit la norme. Quand on dit que les normes sont en réaction, c'est un peu comme quand on dit une loi, on approuve une loi, mais aussitôt qu'elle est adoptée, souvent on dit qu'elle est déjà dépassée. Les normes sont souvent en réaction aux situations connues. On les établit, on les écrit suite à nos expériences, à l'expérience du passé.
Donc, elles sont limitées par notre capacité à imaginer les conséquences. Donc, comme Carole disait tout à l'heure, on a un constat d'insuffisance, dans le sens qu'on constate que malgré toutes les normes, les lois qui ont été mises en place, il y a encore quelque chose qui manque. On pense que les normes font une base, mais il faut être capable d'aller au-delà des normes parce que les normes, ils ne répondent pas à toutes les questions. Comme on disait, c'est en réaction. On arrive dans des situations où ce que la norme ne répond pas, puis là, il faut réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là que, pour nous, l'éthique rentre en ligne de jeu. Ça nous permet de réfléchir à quoi faire quand les normes ne suffisent plus ou quand on est entre deux normes ou quand les normes se contredisent. Ça aussi, ça arrive dans le concret, dans les valeurs. Je suis sûre que vous avez tous vu ça dans votre pratique. Donc, quand on dit que certaines normes limitent la nécessité de réflexion, on le sait très bien, puis c'est correct, certaines normes mettent la ceinture de sécurité dans notre voiture le matin, mettre des souliers de sécurité quand on va sur un chantier. Pour nous, c'est automatique, on n'y pense pas, on y va. Mais il y a des fois qu'il faut réfléchir, qu'il faut aller plus loin, qu'on ne peut pas appliquer la norme telle qu'elle. Il est sain d'avoir des normes qui nous empêchent ou qui ne nous obligent pas de réfléchir à tout coup. C'est requis dans certains domaines. On parlait des dentistes qui portent maintenant des gants et des masques. Ils ne faisaient pas ça avant, ils n'y pensent plus. Bon, voilà, ce sont des normes. On en a besoin pour être bien protégé, pour, comme consommateur, avoir un certain niveau de protection, puis comme travailleur aussi. Il y a des normes auxquelles on ne pense pas. Mais nécessairement, il va y avoir des petits, je vais dire vides, pour ne pas dire trous, dans certaines normes qui commandent à ce moment-là d'y penser pour ne pas avoir une réponse, comme on l'a entendu, la première, là, de l'ancien chef du Conseil exécutif de Montréal. Ce n'est pas une réponse. Nous considérons que la norme 37001, bien sûr, elle encadre, elle prévient et elle détecte. Vous le savez, pour ceux qui la connaissent, puis j'imagine que la majorité d'entre vous la connaissez, c'est une norme qui est très flexible. Et qui va s'adapter à chacune des organisations. En ce sens-là, le fait d'être raisonnable et proportionné est tout à fait un sens commun avec l'éthique. Donc, on dit que la norme ISO 37001 fait place à l'éthique. Maintenant, je vais vous présenter où est-ce qu'on voit dans cette norme-là qu'elle fait place à l'éthique, qu'elle permet la réflexion, puis elle permet de développer les compétences éthiques quand on l'applique dans les organisations. Tout d'abord, le leadership et l'engagement, qui est dans l'article 5.1. À partir du moment que les dirigeants s'engagent réellement, puis avec conviction dans la mise en place d'une norme, c'est que ça fait qu'ils y croient, ça fait qu'ils en parlent. C'est le début de l'éthique, faire en sorte qu'on en parle. Les politiques anticorruption. On est encore une fois dans l'éthique organisationnelle. Les politiques anticorruption sont personnalisées à l'entreprise. Elles laissent place à créer des moments, des lieux et une structure où la réflexion est possible, prévue, encouragée avant de prendre certaines décisions. Ces politiques permettent de mettre en lien l'entreprise avec qu'est-ce qu'elle est vraiment. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais un copier-coller d'ailleurs. Tu prends le temps de réfléchir, c'est quoi les valeurs, c'est quoi qu'on veut, où sont nos risques de corruption, puis qu'est-ce qu'on donne à notre équipe, à nos employés pour travailler envers l'anticorruption, mais selon nous, qu'est-ce qu'on veut, pas qu'est-ce que le voisin veut, nous, qu'est-ce qu'on veut. Raisonnable et proportionné, comme on l'a déjà dit, la norme est flexible et adaptable. Elle cherche à respecter le contexte de l'organisation. Le fait d'être proportionné et raisonnable donne plus de sens à l'intérieur de l'entreprise. Encore là, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas du copier-coller. Ce n'est pas on fait les choses parce qu'on doit faire les choses. On est capable, quand on dit « pourquoi je dois me conformer à telle règle », bien, c'est parce qu'on y a pensé, puis on le sait pourquoi qu'on le fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous l'a imposé. On a décidé, parce qu'on a identifié un risque, d'imposer, de mettre en place cette règle-là. Au niveau du développement des compétences, l'article 7.2, bien, en développant les compétences à tous les niveaux, c'est aussi un élément important dans la norme. Les gens savent de quoi qu'on parle et évidemment, ça rentre dans l'éthique.
le signalement des inquiétudes offre une possibilité concrète de responsabilisation des employés et des entreprises, permet une prise en charge responsable. Les gens savent où est-ce qu'ils peuvent signaler, quoi signaler, quand signaler. Donc, ils ne peuvent plus dire « Ah, bien, je ne le savais pas, à qui je voulais le dire, comment faire. » Non. Toute cette information-là est connue de tous. Et enfin, l'amélioration continue, qui permet de faire évoluer le processus, les systèmes, les politiques. Ça permet un système cohérent, organique. Ça rend les choses vivantes. Ça ne fait pas un code d'éthique qu'on met ou des politiques qu'on met sur une tablette. Ça fait quelque chose qui se vit à l'intérieur de l'entreprise et qui a plus de sens. Merci. Très intéressant de faire un parallèle quand on parle de normes aux valeurs organisationnelles, aux valeurs personnelles. Est-ce que ça peut être là une piste de solution pour nous éclairer lorsqu'il y a des décisions à prendre, lorsqu'il y a des actes à poser qui ne sont pas normés? On n'a pas prévu ça dans la norme, on n'a pas prévu de ne pas prendre de pot de vin dans la norme parce que quand on l'a écrit, on ne pensait pas qu'on serait face à ça. Hein? La norme, elle a été écrite en arrière, elle est déjà vieille. Là, je parle d'un code d'éthique de municipalité. Et effectivement, de faire introduire une valeur ou des valeurs pour prendre des décisions, oui, on se rapproche beaucoup de la réflexion éthique. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se mouiller? Oui? Oui, l'éthique pour les corporations, ma définition, c'est que dans sa gestion, une corporation doit respecter les valeurs qui sont favorisées ou en promotion dans la société ou dans l'environnement dans lequel il évolue. C'est dans ce sens-là où l'éthique va peut-être un petit peu plus loin que la norme. La norme précise des comportements, des comportements et des gestes à ne pas poser. Mais par contre, l'éthique est plus large. C'est les valeurs de la société qui vous entoure, dans laquelle vous œuvrez. Oui. Ils peuvent être différents selon le lieu où vous êtes. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est très sociétal. Là. Les mœurs locales sont effectivement très différentes d'une place à l'autre, puis il faut en tenir compte. Merci beaucoup pour votre intervention, parce qu'effectivement, ça gouverne les postures, les positions, les actions des entreprises et des employés, c'est certain. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se mouiller? On continue. Oui? C'est la mise en application pratique de valeurs morales. Wow! Valeurs morales, ça, c'est idéal un peu, non? Ça en ramène souvent l'éthique à des idéaux comportementaux, que ce soit... Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord de dire que l'éthique a rapport avec le bien et le mal. Je pense que c'est plus la mise en application de valeurs qui sont prédéterminées par soit une société, une entreprise, etc. Puis, c'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est agréablement surprenant d'entendre parler de valeurs alors qu'on parle d'une norme anticorruption. Bien sûr, on est en prévention, donc on peut se permettre en prévention d'explorer toutes pistes qui vont nous aider à mettre un frein à la corruption. Oui, parce que, juste pour rajouter, moi... Donc, l'éthique, on peut commencer rapidement par dire qu'est-ce que ce n'est pas. Bien, ce n'est pas, et on se le fait dire une fois de temps en temps, ce n'est pas du pelletage de nuages. Ce n'est pas limité qu'aux intellectuels. L'éthique est tout à fait accessible. À vrai dire, on retrouve l'éthique dans toutes les actions humaines. On ne vit pas dans un monde imaginaire, on ne vit pas dans un monde idéal quand on ose aborder des enjeux éthiques. L'éthique, finalement, n'est pas limitée ou encadrée que par le droit, parce qu'on trouverait notre solution dans les normes et dans les lois. N'est pas encadrée que dans les mœurs, n'est pas que limitée aux valeurs. L'éthique n'est pas que limitée aux impératifs économiques. L'éthique est beaucoup plus large. Je pense que c'est Jean qui a dit ça tantôt. L'éthique est beaucoup plus large. L'éthique, elle est très inclusive et elle se positionne au-dessus de tous les piliers qui vont nous aider à prendre une décision. L'éthique pour nous, puis je vais faire ça rapidement, hein, l'éthique pour nous, c'est qu'on se résume ça à 3 grands verbes d'action. Réfléchir, décider et équilibrer. Rapidement, réfléchir. Réfléchir aux problèmes rencontrés, réfléchir de manière organisée, en tenant compte des ressources internes, des ressources externes, en tenant compte de toute l'organisation. Réfléchir au bon moment. Il faut savoir quand réfléchir. Il faut savoir aussi comment réfléchir. On pourra y revenir. Décider, en tenant compte, bien sûr, d'un intrant éthique. Donc, décider, qu'est-ce que c'est? Décider, c'est considérer les normes, mais aussi considérer les valeurs,
considérer le secteur dans lequel on demeure, dans lequel on œuvre, considérer l'environnement social, économique dans lequel on travaille, et surtout permettre aux employés d'avoir la latitude de pouvoir faire preuve de réflexion et de décision éthique. L'équilibre, c'est là que c'est un petit peu plus délicat. L'équilibre, ben, c'est là où les normes sont silencieuses. Là où il y a un vide, on va chercher à équilibrer justement ce qu'on dit depuis tantôt, la norme et son esprit quand il y a un vide, et nos valeurs. Maintenant, on est rendu aux compétences éthiques. Tout à l'heure, on expliquait comment la norme faisait place à l'éthique. Là, maintenant, on va voir comment la norme permet de développer les compétences éthiques. Tout d'abord, pour développer les compétences éthiques, il faut, travailler à deux niveaux, au niveau de l'organisation et au niveau de l'individu, pour que l'organisation laisse la place à l'individu à vivre ou à utiliser ses compétences éthiques. Donc, comment la norme permet, puis ça, c'est seulement quelques exemples, que l'organisation donne la place pour le développement des compétences éthiques. Il y a par le développement d'une culture éthique, une culture organisationnelle plus éthique, encore là par l'engagement de la haute direction, avec une structure hiérarchique capacitante. Là, je vais juste énumérer les différents points qu'il y a dans la norme qui permettent ça, donc par la ligne de signalement des inquiétudes, par le fait qu'il n'y ait aucune représaille pour les gens qui signalent, qu'on encourage les signalements, de faire en sorte que les équipes de travail soient vigilantes à contrer la corruption. Tout ça met en place, au niveau de l'organisation, un environnement plus éthique. Et il faut aussi permettre aux ressources d'être autonomes, responsables et imputables de ces actions. Au niveau de l'individu, évidemment, pour développer les compétences éthiques, ça prend un jugement autonome, qu'on soit capable d'exercer notre équilibre qu'on parlait tout à l'heure, une décentration, être capable de se placer à l'extérieur de la situation. Puis Carole, je pense que tu as des exemples plus précis. Oui, les exemples que j'ai vus tout le long de ma carrière, concernent, puis c'est ceux dont je vais vous parler, les conflits d'intérêts. C'est fou comment la personne qui est la mieux intentionnée, la personne intelligente, la personne qui n'a pas d'intention malhonnête, la personne qui croit profondément qu'elle est capable de porter deux chapeaux. Je suis capable d'être à la fois représentante pour un dossier, puis à la fois représentante pour un autre dossier qui peuvent être tout à fait en opposition, mais je suis capable de porter les deux chapeaux et de ne pas voir elle-même le conflit d'intérêts s'installer. Et ce conflit d'intérêts-là, quelqu'un d'autre va le voir pour nous. C'est un petit peu ce qu'on voulait dire au niveau de la décentration. Les deux derniers points, respectueux du contexte organisationnel. Évidemment, comme le disait le monsieur dans la salle tout à l'heure, quand on utilise notre jugement autonome, mais on ne le fait pas selon n'importe quelle balise, on le fait dans le cadre de l'organisation, dans les balises de l'organisation, avec les valeurs de l'organisation, propres à la situation et aux enjeux. Là, encore là, on ne fait pas du copier-coller d'une situation à l'autre. Je ne parle pas des situations plus banales où est-ce que la norme s'applique telle que telle, mais je parle plutôt dans les situations plus complexes. Il faut prendre le temps de réfléchir aux enjeux qui sont présents maintenant. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est de constater, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce conseil, le CCEI, le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation. Le gouvernement du Québec a demandé à 32 chefs de grandes compagnies, vous irez voir sur leur site, le CCEI, 32 chefs de grandes entreprises de trouver des solutions essentiellement pour rendre les entreprises plus performantes, augmenter le PIB finalement au Québec. Et ils ont donc déposé un mémoire qui s'appelle « Agir ensemble pour un Québec inclusif, innovant et prospère ». Ils ont 12 recommandations, assez sérieuses. Et de ces 12 recommandations-là, on peut facilement l'identifier. La norme 37001 est en plein dans le cœur, ou en tout cas est tout à fait visée par ces recommandations-là. On vous en a sorti 2. La première recommandation de ces grands chefs penseurs-là qui ont fait rapport à l'État, c'est de développer les compétences. Développer les compétences parce que la population sur le marché du travail vieillit, quitte, les compétences quittent, et tout va vite, tout est en train de changer,
on parlait tantôt de la technologie, on parlait d'essayer d'être en avant de tout ça. Il faut que le marché de l'emploi permette de développer ces compétences-là nécessaires. Et c'est vraiment notre créneau. On considère qu'il y a matière à développer des compétences éthiques aussi. On parle toujours, bien sûr, de prévention pour contrer la corruption. La deuxième recommandation qu'on veut vous présenter, vous souligner, qui est la quatrième de leur rapport, c'est celle qui va soutenir les entreprises à pouvoir aller à l'international. Eh bien là, il me semble qu'avec une norme 37001 qui fait état de notre rigueur, qui fait état de notre contrôle, de notre prise en charge, de nos risques de corruption, on est vraiment bien positionné pour aller à l'extérieur. Tu me parlais aussi des ouvertures au contrat européen. Ça permet effectivement de pouvoir partir d'ici et aller ailleurs. Avec une norme internationale comme celle-là, je ne vous apprends rien. Alors, pour conclure, nous vous encourageons fortement, dans le cadre de cette conférence qui débute dans cette salle, qui traiteront de thèmes et de thématiques quant à la prévention de la corruption, nous vous encourageons à considérer dans vos écoutes de nos collègues conférenciers, dans votre écoute, de considérer que la norme ISO 37001, elle est très forte et très structurée pour permettre la place de l'éthique, tellement qu'elle fait place à l'éthique, la norme. Elle interpelle même les compétences éthiques, ce qui n'est pas rien comme richesse d'une norme pour contrer la corruption, pour faire place aux certains vides qu'on pourrait ne pas avoir prévus quand on se dotera de nos règles internes, de nos mécanismes internes, en vertu de la norme. Et de participer tout le monde ensemble dans le cadre de ces 2 jours de conférence, de chercher des solutions innovantes pour nous permettre de tenter du mieux possible de contrer cette foutue corruption-là qui est rendue partout. Voilà, c'était notre présentation d'ouverture pour la track prévention. Alors, c'est à votre tour maintenant. Si vous avez des questions, il y a un micro derrière si vous en avez besoin. Mais sinon, de nous adresser quelques questions, ça va nous faire plus plaisir de tenter ensemble d'y réfléchir et de trouver des solutions. Ou des commentaires. Est-ce que vous êtes surpris qu'on parle d'éthique en parlant d'anticorruption? La politique anticorruption? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur le type de politique anticorruption? Oui, bien, la politique anticorruption s'inscrit dans la norme 37001. C'est un des piliers de la norme. Et ce qu'elle cherche, bien, toute la norme 37001 débute avec une analyse des risques de corruption. Une fois qu'on a fait ce travail-là, dépendamment de l'ampleur de l'entreprise, peut être plus lourd ou plus petit, là, bon. Une fois que ce travail-là est fait au niveau d'identifier les risques de corruption, il y a des choix qui sont faits à savoir quels risques je vais traiter et comment je vais les traiter. Il y aura des décisions des fois agréables, des fois plus difficiles à prendre à cet égard-là. La politique va coller à ces risques-là et va se doter de différents mécanismes qu'on va mettre en place au sein de l'entreprise. Donc, on va identifier comme objectif, là, vraiment qu'on n'en veut plus de corruption. Ça, il faut que ce soit un objectif. On ne veut pas de corruption. On ne veut pas de corruption, puis là, on va les indiquer selon les risques identifiés, de quelle façon on veut cesser ça, puis on va se doter de différents mécanismes et la norme vient en imposer nombreux mécanismes. Sans rentrer dans un cours complet sur la norme, là, tantôt on parlait de la ligne de signalement, c'en est un majeur, la ligne de signalement. De permettre à l'entreprise de vivre sainement la lutte à la corruption, donc de mettre cette ligne de signalement-là qui est traitée à l'externe, de permettre aux employés, on pourrait même se permettre une folie, une norme appliquée dans une municipalité, on pourrait même demander à ce que tous les citoyens puissent utiliser la norme, la ligne de signalement. Tout ce que c'est de signaler j'ai crainte, je pense qu'il y a peut-être là, de la corruption. Je voudrais juste que vous le sachiez pour que vous puissiez voir s'il y a quelque chose à faire. Mais après ça enclenche une vérification, voire peut-être même une enquête. Donc, il y a une culture organisationnelle très forte dans la mise en place de la politique qui va donc encourager vraiment décourager tout représailles. Il ne peut pas y avoir aucun représailles. Et pour moi, c'est pas en parler pour en parler, c'est vraiment, vraiment riche. Arrivons là, ça va être quelque chose d'arriver à l'appliquer. Évidemment, il y a une indépendance fonction des gens qui sont responsables de s'assurer de la conformité de la norme à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a un niveau stratégique politique à bien camper là, quant à la personne qui est responsable de s'assurer que la norme non seulement est déployée,
mais elle est vraiment respectée dans son amélioration continue en tout temps. Ça prend quelqu'un qui a les coups des franges et qui est capable de présenter des arguments et des recommandations claires pour identifier les non-conformités puis faire face aux conséquences. Il y a une question là en arrière. Il y a une Oui? question? Oui? Oui? Quand on parle d'une norme ISO, c'est le principe de toutes les normes ISO, on parle d'audit externe. Donc, une fois qu'on a mis en place le système, une fois qu'on a défini nos politiques de signalement, qu'on a dit qu'on signalait de telle manière, on se doit d'avoir aussi un processus pour être capable de démontrer que ça fonctionne. Donc, des objectifs, des écrits, des enregistrements, parce que quand les auditeurs externes vont venir voir à l'intérieur de l'entreprise pour voir, avant même de donner la certification ISO, ils vont venir vérifier que ça fonctionne. Donc, c'est quelqu'un qui est interne à l'entreprise, qui est géré par toute la grande machine ISO. Externe à l'entreprise. C'est ça que j'ai dit? Externe, non, tu as dit interne. OK. Externe. Est externe. Externe à l'entreprise, qui va venir dire que oui, les politiques sont suivies, puis pas juste parce qu'elles sont écrites, parce qu'elles ont du vécu, parce que ça prend au moins 3 mois d'opération avant qu'on puisse être éligible à un audit de certification. Donc, les gens vont venir vérifier après, puis c'est à l'entreprise de démontrer que c'est bel et bien en place et que ça fonctionne. Donc, c'est la force de cette norme-là, c'est d'avoir l'audit externe, indépendant, qui vient s'assurer que tout est en place. Et pour avoir implanté ISO 9001 dans ma carrière, ça fonctionne bien, c'est rodé, ça marche, c'est probant. On ne se pose plus de questions sur ISO maintenant. Ça fonctionne. Est-ce que ça répond à votre question? Je peux comprendre je vais me permettre de dire scepticisme. Je pense qu'il est sage de l'avoir. On arrive avec une norme qui est en implantation au Québec. Là. Elle n'a pas, à ma connaissance, encore de vécu concret. Elle prévoit amplement de directions possibles pour probablement essayer d'attraper toutes les situations. Nous, on rajoute responsabiliser les équipes de travail, mettre en place une culture qui va permettre d'être capable de réfléchir là où des fois on aura des codes d'éthique à l'interne, des obligations contractuelles, on aura voire des obligations dans notre domaine. Là. On peut être dans un domaine très précis, l'aéronautique, enfin, peu importe, qui vont commander, bien sûr, des normes à respecter. Puis là, l'empilage de normes, plus la norme ISO 37001, fait qu'on pourrait avoir peut-être des questionnements. Et là, c'est là qu'on veut s'assurer qu'on est capable de réfléchir. Mais la norme n'est pas appliquée. On est en train de la déployer au Québec. Et je pense que votre scepticisme est garant de s'assurer que les choses seront bien faites. Et on est tous des observateurs participants, mais des observateurs de s'assurer qu'on arrête la corruption. Et c'est le but d'en discuter aujourd'hui. À ma connaissance, les entreprises qui se sont affichées sont les seules qu'on peut parler. Donc, les entreprises qui ont annoncé, qui considéraient l'implantation de la norme, et c'est surtout des municipalités. Il y a quelques entreprises privées, mais elles ne se sont pas affichées. C'est surtout des municipalités qui ont annoncé des études de faisabilité. Au point de vue, au niveau international, on sait que Microsoft qui y travaille actuellement, qu'il y a Walmart qui l'envisage, de ce que j'ai vu, et Alstom en Europe qui l'ont implanté. Eh bien, ça conclut, à moins que vous ayez... Oui. Oups! Oui, on n'a plus de temps. Je crois que notre temps est donné, donc on pourra compléter et continuer par la suite. On est ici toute la journée, puis vous aussi, j'imagine. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence, votre participation, et bon colloque, tout le monde. Merci.